Bonjour à tous, invité ce dimanche du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées et auteur de « Pour le succès des armes de la France » chez Fayard. Mes respects mon général et bonjour. C'est votre Bonjour, grand monsieur. rendez-vous ce dimanche et quand vous parlez des armes de la France, j'entends que vous n'évoquez pas seulement les missiles M51, les canons César, la flotte aéroportée, les avions de combat, les multiples fleurons de nos armées, mais aussi les armes culturelle, patrimoniale, économique, politique de la France, car si le diagnostic est sans appel, le lecteur se sent grandi, porté par l'espoir que suscite votre discours. Dans ce contexte, nous aborderons ce matin avec vous les questions brûlantes qui suscitent toujours l'inquiétude des Français, la crise économique et budgétaire, la crise politique, la crise agricole, les incertitudes sur le Mercosur et bien sûr les fléaux que sont l'antisémitisme et l'islamisme. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Nous terminons cette année 2025. Or, depuis 10 ans, au lendemain des attentats de Paris et depuis le début du premier mandat du président Macron, la France est engluée dans une crise identitaire, donnant lieu à des répliques sur tous les sujets, économiques, social, militaires, politiques. Ce mouvement des agriculteurs dont on parle en est la preuve. Nous remarquons qu'il fait suite à d'autres mouvements agricoles encore l'an dernier. Vous avez vu, comme nous, ici, dans le flash d'information qui nous a précédés, ces trafiquants de drogue, ces narcotrafiquants qui disent ici, ils disent ça aux policiers, ils disent ici, on est chez nous. Ce basculement, mon général, comment est-ce qu'il s'est opéré ? Comme souvent, on cherche un moment de bascule, mais en fait, c'est une lente descente, en quelque sorte. Au plan stratégique, il y a eu 2 ruptures stratégiques majeures. La chute du mur de Berlin, fin du monde bipolaire, apparition de ce monde multipolaire, dérégulé en quelque sorte, et puis apparition du terrorisme de masse, 2001, l'attaque des 2 tours. Et on a l'impression que nous sommes à une 3e rupture stratégique aujourd'hui, avec le retour d'un monde bipolaire. Ça, c'est pour la géostratégie. Pour la situation intérieure, c'est un lent basculement, une crise de l'autorité en fait. Il y a un fossé qui s'est creusé progressivement entre ceux qui décident et les citoyens. Ce fossé, je le mesure particulièrement depuis 8 ans, depuis ma démission. Je fais 1 ou 2 déplacements par semaine. Et je vois bien que les Français ne comprennent plus leurs dirigeants. C'est vrai au plan politique, c'est parfois vrai au plan social, au plan culturel, au plan associatif, dans les entreprises. Ce fossé s'est creusé avec finalement, au sommet de l'État, 2 pelleteuses. Les décisions sont prises toujours sur 2 critères. Quel cavalier juridique et quelle ligne budgétaire. Et malheureusement, pour entraîner, pour convaincre, pour supprimer cette distance, cette profondeur qu'il y a maintenant entre la nation et le sommet de l'État, il faut autre chose que le droit et la finance. Vous demandez un sursaut de l'autorité, mais j'entends bien qu'il y a une crise d'autorité, mais je disais qu'aussi il y avait une crise identitaire. Vous parlez du chapelet en parlant des attentats de 2015, parce qu'ils se sont propagés et étendus pendant toute cette année. Ils font écho, ce que vous avez dit, au 11 septembre 2001. Mais donc 2001, Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, puis Daesh, puis l'État islamique. 2023, Israël, le Hamas. La semaine dernière, Sydney, l'attentat antisémite contre les Juifs lors de Hanouka. Il y a un problème aussi général qui est l'islamisme en France. Oui, j'ai un chapitre qui est consacré parce que nous, les militaires, c'est la première question qu'on se pose. Qui est l'ennemi ? Et au début du livre, j'essaie de définir qui est l'ennemi. L'ennemi est de 2 natures, 2 lignes de conflictualité majeures, distinctes mais pas disjointes. Le terrorisme islamiste radical, qui est une idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés, les remplacer par la charia, qui s'appuie sur des individus radicalisés ou sur des mouvements organisés, comme celui qui nous a frappés au Bataclan, depuis Raqqa en Syrie. Et puis simultanément, retour des États-puissances, pour l'essentiel des anciens empires, qui cherchent à regagner leur influence perdue, qui réarment de 5 à 10% depuis une vingtaine d'années au moins, qui ont des stratégies de long terme. Quand nous parlons prochaine élection au singulier, ils parlent prochaine génération au pluriel. Et la conjugaison de ces 2 lignes de conflictualité nous donne ce monde instable, volatile, difficile à prévoir,
parce que les stabilisateurs automatiques, c'est-à-dire les organisations internationales qui ont été mises en place pour l'essentiel à la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'arrivent plus à réaliser leur mission. Ce monde est dérégulé et il est en train d'exploser du multipolaire vers le bipolaire. Justement, avec ces États-puissances qui s'agrègent sur un seul thème. Ça suffit pour les unir. La haine de l'Occident et du grand Satan américain. On en vient là. Justement, en général, vous parliez un peu de la menace, comment elle évolue, la menace islamiste. Notamment, elle vient du Sahel. Quand vous étiez chef d'état-major des armées, vous aviez conduit l'opération Barkhane au Mali. Ce qui s'est passé depuis, c'est que la France a été chassée du Sahel, puisque les troupes françaises ont dû se retirer du Mali, et plus récemment du Tchad et du Sénégal. Est-ce que cette menace djihadiste au Sahel est aujourd'hui importante et nous menace, nous, Français Est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de terrorisme importé de ces pays aujourd'hui? Alors, vu que l'armée française est présente. Elle est très préoccupante parce que quand on regarde avec un peu de recul, l'opération Serval 2013, puis Barkhane, on contenait le terrorisme dans toute la zone du Sahel avec les pays du G5 Sahel. Aujourd'hui, depuis notre départ, le terrorisme progresse largement du nord vers le sud et c'est très inquiétant. Ils sont aux portes de Bamako, si on prend le simple exemple du Mali. Et les Africains sont très inquiets, à juste raison. À ce stade, pour le moment, il n'y a pas de lien direct avec des attentats en France, voire en Europe. Mais à un moment ou à un autre, il est évident que ce cancer va se développer. On voit bien ce qui s'est passé hier avec le bombardement des Américains en Syrie auprès de Daesh. Ces mouvements ne disparaissent pas. C'est un cancer. Les métastases se développent et vont continuer à se développer. Mais alors, vous présentez une situation géopolitique grave avec d'un côté le pôle des États puis des États-empires, de l'autre côté un islamisme radical, dites-vous. Mais est-ce que ce qui menace aussi l'Europe et la France en particulier, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler l'islamisme non armé? J'entends par là l'islamisation progressive, la diffusion sans le passage par les armes d'une charia qui ne dit pas son nom mais qui s'impose. Une forme de conquête qu'on a assimilée ces derniers temps à l'entrisme islamiste. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de menace plus dangereuse, parce que moins visible, parce qu'elle vient sans char, sans blindé, mais qui à terme est une volonté de conquête? Oui, comme toutes les idéologies, évidemment. C'est une menace énorme pour la capacité de défense de la France. Ce qui fait la force d'un pays, bien sûr, c'est son armée, c'est sa capacité militaire à se défendre. Mais c'est aussi et surtout, et l'histoire nous l'enseigne, sa cohésion nationale, sa capacité à pratiquer la vraie fraternité, à commencer par le voisinage. Et il est certain que cette idéologie d'atmosphère, ce djihadisme d'atmosphère, suivant l'expression consacrée désormais, est extrêmement inquiétante, parce que elle ruine la confiance dans un certain nombre de territoires français. Et l'archipel français commence déjà à avoir plusieurs années. Ce livre de M. Fourquet, remarquable, qui explique les fractures territoriales, fractures sociales, fractures intergénérationnelles, on n'en parle pas suffisamment. Et moi, ce qui me soucie, et c'est le dernier chapitre de mon livre, c'est le réarmement des forces morales. Ce qui me soucie, c'est ça, c'est une armée qui n'est pas suffisamment adaptée à faire la guerre. On a une belle armée pour faire des opérations de guerre. Je n'ai aucun doute sur les soldats marins et aviateurs, sur leur capacité à s'engager jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire. On a une armée magnifique, mais c'est une armée qui n'est plus capable de durer dans la guerre. Et dans un conflit, par exemple, face à la Russie, un conflit de haute intensité, d'une longue durée, l'armée française aujourd'hui n'est pas en mesure du tout de faire face à cette menace. Aujourd'hui, elle n'a pas été prévue depuis des décennies maintenant, dans les livres blancs successifs. On a taillé dans cette armée, en effectifs, dans les équipements. On a roulé de nombreux étendards, on a supprimé de nombreuses casernes, on a dissous de nombreuses bases aériennes, on a désarmé de nombreux bateaux. La menace était plutôt sur les terrains extérieurs, c'était plutôt en Afrique, c'était aussi ça. La menace à l'époque, ça a changé depuis. Ou alors on ne voyait pas la menace en France, on ne la voyait pas arriver. Alors je préfère cette explication, si je puis me permettre. Je pense que une forme de myopie ou de somnambulisme, on peut voir les choses comme on veut, quand même, en 2017, c'est le cœur de ma démission. Ouais. Je voyais arriver les États-puissances
avec nous, nos démocraties européennes désarmées. Je voyais arriver l'islam radical, croyez-moi, et j'ai vécu en 2015 ce chapelet d'attentats dans ma chair, et c'est resté gravé. Et je ne vois absolument pas pourquoi cette menace islamiste viendrait à diminuer. Je voyais le désengagement américain, je raconte au début de mon livre, cette réunion avec le président Trump le 13 juillet, je voyais bien que c'était déjà amorcé depuis de nombreuses années. Il faut remonter à Brzezinski, c'est pas hier. Hein. Et America First, c'est l'aboutissement, l'accélération du président Trump pour se désengager vers la Chine et vers le Pacifique. Mais on voyait tout ça arriver. Je voyais l'incapacité des organisations internationales face à ces deux menaces que je vous ai décrites. Donc la surprise stratégique, c'est bien comme concept, mais parfois ça peut être une excuse pour le manque d'anticipation. Et le cri d'alerte que je pousse dans mon livre, c'est arrêtez de regarder vos pieds, regardez loin devant. Vous savez, le but d'un chef, c'est la vision. De l'autre côté de la ligne de crête. Moi, je suis cavalier, donc on voit de l'autre côté de la ligne de crête. Et c'est ça qu'on demande, la vision. Le général d'armée Pierre de Villiers est l'invité du Grand Rendez-vous pour le succès des armes de la France. Son dernier livre, on en parle dans un instant. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec le général Pierre de Villiers. Ce sondage CSA pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche, 68% des Français se montrent inquiets face au risque d'attentats en France. Dans les prochaines semaines, je fais, j'allais dire, la suite des propos que nous venons d'échanger ici au Grand Rendez-vous avec vous, Pierre de Villiers. On parlait des attentats, justement. Hier encore, c'est un Sénégalais qui a agressé d'abord des passants et ensuite des policiers. Il a été neutralisé par les policiers. Il était avec un permis de séjour belge et visiblement venait débarquer sur l'île de Beauté. Ce genre d'agression est désormais quotidien en France. Et vous notez, page 46 dans votre livre, « Sur notre sol, les actes même dépassent en barbarie ce que nous avions connu. Jusqu'à présent en France, il y avait eu des attaques au couteau, mais on n'égorgeait pas. Ce n'est pas notre culture. La sauvagerie est systématiquement utilisée pour frapper les esprits. » Alors, et on le disait aussi juste avant la pause publicitaire, les attentats, c'est la partie visible. Mais la partie invisible en souterrain, ce sont les prêches dans les mosquées radicales, les frères musulmans. Il y a des messages de chansons de rap aussi qu'écoutent nos jeunes. En décembre de l'année dernière, le magazine GQ, qui est un magazine un peu à la mode, titrait « Les 22 rappeurs les plus stylés ». Alors, voilà ce que disent les rappeurs les plus stylés. On est homophobe à 100% et on l'assume. Ce sont des paroles de chansons qu'écoutent les jeunes. Voilà. Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police. Je me sens coupable quand je vois ce que vous a fait ce pays de couffards, donc de mécréants. L'État français, je lui fais sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet, etc. Et puis après, je vais rentrer dans la vulgarité, donc je ne cite pas. Vous dites dans votre livre que vous allez dans les cités, que vous avez fait le tour de France, que vous jouez au foot avec ces jeunes qui, selon vous, ne manquent pas de volonté de bien faire. J'entends qu'ils vous appellent mon général, très bien. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'une fois que vous êtes parti, vous n'êtes plus mon général, puis ils écoutent ce genre de chansons et ils sont dans un autre dogme? Oui, moi je suis un militaire, donc le doute c'est le début de la défaite. Donc c'est une forme d'optimisme, de volonté, incontestablement. Mais moi je crois que cette jeunesse n'est plus celle post-68 armes. Elle n'a plus de fondamentaux et elle a soif. Les jeunes de 20 ans, aujourd'hui, ont soif. Vous savez, l'armée, 50% des effectifs militaires ont moins de 30 ans. Donc, je pense qu'on connaît bien la jeunesse. Et depuis 8 ans, j'ai deux axes, l'entreprise et la jeunesse. J'allais dire les jeunesses, parce qu'il y a plusieurs types de jeunesse. Vous en évoquez un, mais il y en a d'autres. Et on en recrute 25 000 par an. On en recrute 25 000 par an. Et regardez, dans la diversité de la société française. Et regardez ce qu'on arrive à en faire. J'ai décoré des jeunes issus de l'immigration qui ont été chercher sous le feu leurs camarades et les sauver. Et au moment où je le décore, le gars me dit je ne suis pas un héros. Parce que je lui disais, vous êtes un héros. Et il me dit, j'ai voulu rendre à la France ce qu'elle avait donné à mon grand-père, l'accueil. Donc, moi, ce que je préconise dans mon livre, c'est l'offensive.
il faut chercher à faire aimer la France à ces jeunes. Vous voyez, je suis en train... C'est la loi du nombre, c'est-à-dire que les chiffres sont têtus. Et comment en général on redonne cet amour de la France Est-ce que le service national, par exemple, est une solution, le retour du service national? Il y a déjà, il faudrait qu'il y ait une volonté générale de nos dirigeants de faire aimer la France. Il n'y a pas si longtemps encore, quand on parlait de faire aimer la France, on était jugé comme extrémiste. Un jour, un sous-officier me dit, c'était en 2015, en Afrique, un sous-officier des forces spéciales me dit « Mon général, quand est-ce qu'on pourra mettre un drapeau sur son balcon, à sa maison, sans être insulté et traité d'extrémiste ? Moi, je suis ici pour la France, j'ai quitté ma famille, je combats dans des opérations risquées pour la France, j'aimerais quand même qu'on puisse mettre son drapeau sans se faire insulter. » Ce qui est le cas aux États-Unis, par exemple. Il y a un drapeau américain devant chaque pavillon aux États-Unis. Ce qui est le cas dans beaucoup de pays. Ouais. Nous avons en France un problème avec ce patriotisme. Mais là où je commence à être beaucoup plus optimiste, c'est que je sens un retour de la proximité, un retour du patriotisme, de l'amour de la France. On l'a senti au moment de Notre-Dame de Paris, on l'a senti pour les Jeux Olympiques. Au moment du Covid aussi. On le sent au moment du Covid avec cette rétractation autour du premier cercle qu'est la famille, et puis le village, l'entourage, et maintenant la patrie, la terre des pères, la nation. Mais je vous assure, je le sens, et partout où je vais. Mais, général, si je peux me permettre de vous parler de la terre des pères, le problème peut-être avec les mouvements démographiques qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est que la terre des pères n'est pas la même pour l'ensemble des populations sur le territoire. Est-ce que vous ne craignez pas, vous dites le propre d'un chef, c'est d'avoir une vision à long terme, est-ce que vous ne craignez pas, pour reprendre les mots de François Bayrou, qui n'est pas un extrémiste, à moyen terme, la submersion migratoire de la France? Et si tel était le cas, ne serait-ce pas la pire des défaites? Oui, bien sûr, je comprends votre question, puisque nous avons dans l'armée... beaucoup de gens issus de ces minorités dites visibles et avec troisième, quatrième génération d'immigration. Mais quand on leur apprend à aimer la France, ils gardent leur héritage d'origine, mais ils mettent au-dessus la France. Les conditions de l'intégration sont encore rassemblées? Vous ne croyez pas que le nombre fait en sorte que l'intégration devient de plus en plus difficile? Alors, évidemment, il faut gérer... les flux d'immigration pour que ce soit acceptable. Et nous avons aujourd'hui des flux d'immigration qui sont énormes. Alors, les chiffres, au début on disait 300 000, maintenant on dit 500 000, d'autres disent 700 000. On voit bien quand même que ces flux ne sont pas gérés. Et je l'évoque dans mon livre, il y a un moment où il faudra que l'Europe joue son rôle, qui est de prôner la liberté à l'intérieur de l'Europe, arrêter de nous étouffer avec des transpositions de réglementations, de normes, et protéger à l'extérieur. Et il va falloir, un moment ou un autre, je l'explique, et ça c'est demain, que le mot frontière ne soit plus un gros mot. Un territoire, la terre des pères, c'est un territoire avec des frontières. Et pour ceux qui doutent de l'importance d'une nation, eh bien... moi, j'ai eu cette expérience en opération. Quand vous êtes confronté à la mort avec une quinzaine de pays, de soldats que vous commandez, croyez-moi, au moment où ça chauffe, ils se tournent vers leur capitale, vers leur drapeau, vers leur peuple. Et ensuite, ils obéissent aux chefs interarmés désignés pour les commander. Donc, la nation, c'est une réalité. C'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est la culture. Et donc, il faut revenir à cet enseignement de la fierté d'appartenance à cette nation, à cette Mais ça veut dire que la France, à l'école, en général, dans les familles, de façon à ce que, finalement, on arrive à, petit à petit, concrètement, intégrer ces jeunes qui, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas hostiles. On le voit dans l'armée, on arrive à les transcender. Sauf qu'aujourd'hui, on leur donne des normes, on leur propose les réseaux sociaux, du matériel, ils ont besoin de tripes, de cœur et d'amour. Stéphane. Oui, vous dites que l'armée aujourd'hui est d'une certaine manière un modèle d'intégration, de réussite sur ce plan-là. Qu'est-ce que concrètement il faudrait faire dans le pays? Qu'est-ce que pourrait faire par exemple le gouvernement pour réussir cette intégration que vous pensez avoir réussi dans la... Alors, je dis que
l'armée n'est pas un modèle en soi, compte tenu de sa spécificité, qui est quand même particulière, mais c'est un bon laboratoire, c'est un signe d'espérance, vous avez raison, parce que quand même, on arrive, il y a 200 000 militaires, c'est pas rien, à, aujourd'hui, avec des jeunes de 20 ans d'aujourd'hui, à en faire des héros. Alors, comment on fait? Eh bien, cet équilibre subtil entre la fermeté et l'humanité. C'est ça, l'autorité. Et entre la bienveillance et l'exigence. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y a plus de fermeté. Quand vous voyez ce qui se passe partout, tous les Français me le disent. On attend l'autorité au sens de la fermeté. Et il n'y a plus d'humanité. Il y a une déshumanisation grandissante, notamment avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies et cette évolution de notre société. Donc, c'est tout ça qu'il faut rétablir progressivement, de mon point de vue. Est-ce que vous pensez que l'autorité? Ouais, il faut un homme providentiel, un président de la République ou une présidente de la République. Il faut quelqu'un pour rétablir cette autorité, ou vous pensez que ça passe par d'autres chemins? Je crois qu'il faudra un mouvement fort, incarné probablement par un président de la République, certainement, puisque la Ve République, c'est l'incarnation par le président de la République. Est-ce que c'est pas un peu daté, cette vision de l'homme providentiel qui va tout régler, non? Alors, oui, c'est sûr que c'est la culture française, c'est l'héritage du général de Gaulle. Mais vous la regrettez? Pardon? Vous regrettez cela? Vous pensez que c'est pas le bon modèle aujourd'hui, le modèle présidentiel? Moi, je pense que le général de Gaulle, qui était fortement inspiré par son passé militaire, a créé une constitution exceptionnelle et ensuite a articulé une défense exceptionnelle autour de l'indépendance nationale et de ces deux piliers, la dissuasion nucléaire et la force conventionnelle. Oui. Et je crois qu'il faut revenir à cette source, à cet héritage qui a été dénaturé au fur et à mesure du temps. Vous me demandiez quand, c'était une dénaturation régulière, lente, depuis probablement Georges Pompidou. Et donc, c'est ça qu'il faut restaurer. Mais vous parlez de restaurer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la population française en général, le sentiment du tout est foutu? J'ai l'impression de l'entendre souvent. Donc, dans la bourgeoisie, on dit on éduque nos enfants pour qu'ils puissent briller, réussir partout sur Terre, parce qu'en France, c'est perdu. Le désir d'exil existe aussi, même dans les classes moyennes. Il n'y a pas toujours de moyens de le concrétiser. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment aujourd'hui que la France est un bel idéal perdu? Alors, ça peut être un grand danger qui nous guette. C'est la défaite par anticipation. Un grand découragement tel que ça devient une dépression, en particulier chez les plus anciens, qui ne reconnaissent plus la France dans laquelle ils sont nés, dans laquelle ils ont grandi. Et c'est un grand danger. Et c'est vrai que sur ce plan-là, dans l'armée, on sait l'objectif de la victoire et le danger de la défaite, donc on est dans l'optimisme de volonté. Et c'est vrai aussi, ce que vous dites, que dans mes déplacements, il n'y a aucun déplacement, et même quand je suis dans les rues de Paris, mon général, quel merdier, on marche sur la tête, y a-t-il un pilote dans l'avion? Sauvez-nous, mon général. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a un grand découragement. Alors, mon général, il y a une grande inquiétude. Mais moi, je pense que le génie français est encore là. Il est peut-être moins visible, enfoui sous la cendre, mais il existe. Je vous propose de nous sauver après une nouvelle page publicitaire. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous avec ce livre pour le succès des armes de la France, signé le général Pierre de Villiers, qui est donc notre invité ce dimanche. Je vous interrogeais, mon général, sur l'Europe de la défense, et vous avez raison. Dans le chapitre 5 de votre livre, vous parlez du mythe de la défense européenne. Depuis 30 ans que l'idée est sur la table. Il faut dire que l'Europe de la défense, grosso modo, c'est la France. Avec ses 220 000 militaires, sa dissuasion nucléaire, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, des armées comme la Pologne et plus récemment l'Allemagne se réarment. Vous notez que le général de Gaulle disait « Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Moi, je veux bien. Alors, si on pose l'équation comme ça, quel futur ou quel avenir proche pour l'Europe de la défense? Je cite cette phrase du général de Gaulle dans mon livre parce qu'elle est très importante. Mais les intérêts, ce n'est pas du tout antithétique, contraire avec la coopération. Pardonnez-moi, mais ce qui se passe autour de l'avion, le SCAF, oui. Déjà, ça commence très mal. Oui, mais ce projet est mal né et je crains qu'il ne se termine mal, parce qu'il est mal né. Pourquoi? Parce que moi, je crois à la coopération européenne de défense sur des projets clairement définis au départ, interétatiques, à géométrie variable, ça veut dire 3, 4, 5, 10 pays maximum.
et surtout pas cette espèce de mythe de l'armée européenne. L'armée, c'est l'incarnation de la nation. Il n'y aura pas de souveraineté européenne car l'Europe ne sera jamais une nation. Mais est-ce que Mme von der Leyen ne cherche pas, et ceux qui sont dans son univers, ne cherchent pas à tout prix à faire naître cette nation européenne, une forme de la faire naître par le haut? Alors, l'Europe, c'est incroyable l'évolution que nous voyons. Pendant des années, quand j'allais, vous savez, j'allais fréquemment en réunion comme chef d'état-major pour l'Europe. Et à l'époque, la défense était un gros mot. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Et ce n'était pas un centime, de près ou de loin, directement ou indirectement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils veulent s'accaparer la défense, qui n'est pas de leurs attributions dans les traités. Vous parlez de l'Europe ou de l'Allemagne? De l'Europe. De l'Europe de Mais c'est Bruxelles. pas une forme de coup de force à travers cela, une volonté de constituer de force l'État européen, la souveraineté européenne qui n'est pas dans les traités? Ça peut être une opportunité pour les Européens de Bruxelles, effectivement, de franchir encore une marche supplémentaire dans cette Europe fédérale qu'ils veulent construire sans le dire. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça se voit trop. Et ce qui me fait de la peine, c'est que quand on est pour une Europe de coopération, une Europe de la défense, de coopération, on est forcément contre l'Europe actuelle, alors que les Européens actuels, européistes, qui veulent l'Europe fédérale, la fusion des nations, à mon avis, sont en train de détruire le rêve européen, notamment du général de Gaulle, qui consistait à ce que les nations soient le cœur du dispositif, et pour être plus fort sur certains projets, on se met ensemble. Par exemple, Sur certains projets, mais Bien on ne sûr. perd pas de la souveraineté individuelle de chaque État. Mais absolument. Alors, ce qui est intéressant dans l'armée, c'est que nous, on pratique cette coopération. J'ai été au Kosovo, j'ai été partout. Là, dans la plupart des opérations que j'ai menées, j'étais pas tout seul, effectivement. Si on prend l'Afghanistan, donc j'avais une quinzaine de pays. Et j'ai pu expérimenter concrètement comment ça se passe. Et ça marche. Et chaque pays a ses caveats, c'est-à-dire ses règles internes. En Afghanistan, alors l'Italie pouvait aller dans tel type d'opération, pouvait sortir ou pas de sa zone. La Turquie pouvait utiliser tel ou tel équipement, etc. Et j'étais obligé d'en tenir compte. Et c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Et ça fonctionnait. Alors une coalition, c'est toujours plus compliqué que quand on est simple, seul, mais globalement, ça peut fonctionner à la condition de partir du postulat que c'est les nations qui sont prioritaires. En faisant abstraction des velléités de Bruxelles de mettre un peu la main sur la défense européenne, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la défense européenne progresse, notamment face au risque de désengagement américain et face à la menace russe? Est-ce que les choses vont dans le bon sens selon vous? Moi, je ne parle pas de défense européenne, je parle de défense de l'Europe. Parce que c'est pas la même chose. La défense européenne, il y a déjà dans le vocabulaire une part de fusion que je refuse. La défense de l'Europe. Alors, il y a une chose qui progresse de manière incroyable, et je ne peux que m'en réjouir, c'est le réarmement de bon nombre de pays européens. Enfin, c'est le réveil. Et il faudrait commencer à s'en soucier, parce qu'en face, eux, ils sont à fond, les terroristes islamistes radicaux et les États-puissances. Et que le grand frère est en train de se désengager. Et je suis bien placé pour vous dire que sans les États-Unis, pour certaines opérations, on sera quand même dans une grande difficulté, pour ne pas dire autre chose. Donc, on réarme, c'est déjà bien. Mais on réarme plus ou moins bien. Vous citiez la Pologne a 1200 chars. Dans 2 ans, ils en auront 2000. Nous avons 200 chars, dont 150 sont bons de guerre. Et pour le moment, il n'y a aucun char qui sont commandés en plus, parce que ce n'est pas prévu. En 2017, on en avait 200. En 2025, on en a 200. Donc, ce réarmement que l'on évoque en France, aujourd'hui... Il y a aussi une contrainte budgétaire. Le budget des armées a beaucoup augmenté ces dernières années, notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron. Mais vu le déficit et vu la dette de la France, c'est compliqué. Oui. Vous en conviendrez. C'est notamment pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que vous avez totalement raison, ça va être très compliqué. Mais moi, j'aime beaucoup l'histoire. Alors, quand on aime l'histoire, on est traité de nostalgique. Donc, quand on se projette dans le futur, on est traité de rêveur. En fait, aujourd'hui, pour être dans l'air du temps, il faut gérer les affaires courantes. Ouais. Voilà, la platitude du temps. Donc, moi, j'aime bien l'histoire. 1870, 1914, 1939, 3 cas complètement différents, on est d'accord. Certes,
l'histoire ne repasse pas les plats, ok. Mais un point commun, crise politique, crise économique, crise sociale, crise financière, endettement massif, incapacité de réarmer, défaite. C'est la mécanique systématique. Donc je ne voudrais pas que ce soit trop tard. On y est là. Nous y sommes. C'est pour ça que je prône un réarmement massif, un réarmement en équipement, en logistique, en pièces de rechange, en munitions, en formation, parce que pour former un commandant de sous-marin, c'est 20 ans. Ouais. Et puis réarmement des forces morales du pays par l'amour de la France. Puisqu'on parle de l'Europe, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Europe, est-ce qu'on ne parle pas de l'Allemagne? Mathieu parlait à juste titre de Mme von der Leyen. Est-ce que Mme von der Leyen, est-ce que de manière sous-jacente, est-ce qu'elle ne parle pas de l'Allemagne? Tout d'un coup, l'Allemagne se réarme. Et on a vu des soldats allemands, d'ailleurs, au dernier 14 juillet sur les Champs-Élysées. Les commentaires ont été divers, pour ne pas dire autre chose. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ce réarmement allemand? Et est-ce que vous ne craignez pas que les Allemands privilégient l'Allemagne plutôt que l'Europe, comme ils l'ont fait par exemple au moment du Covid, où on s'en souvient, le chancelier avait commandé des vaccins tout seul pour son pays, en ayant fi des autres pays de l'Europe. Mais dans l'histoire, encore une fois, les coalitions finissent toujours par exploser quand le danger est là. Parce que quand le danger est là, mais chacun voit son sujet. Et c'est évident qu'aujourd'hui, l'Allemagne a une grande politique de réarmement. Alors, ils ont des chiffres absolument incroyables. J'attends de voir, par rapport à nous, ce que ça va donner. Ils ont quand même un problème, c'est leur loi fondamentale qui leur interdit de faire la guerre. Et ils ont une culture qui est une culture du temps de paix, du défilé, pas une culture des opérations. Et changer de culture, ça prend du temps. Donc, avant qu'ils arrivent au niveau opérationnel de l'armée française, il faudra quand même de nombreuses années. Néanmoins, ce facteur devrait nous inviter à un réarmement massif. Parce que, finalement, quand on regarde en Europe, nous sommes l'armée la plus puissante en Europe, la plus opérationnelle. Je vois bien, quand j'étais chef d'état-major, personne n'osait contester cette hiérarchie. Mais vous avez une formule dure, ça veut dire, vous nous dites que les coalitions éclatent lorsque le danger réel apparaît. Traduisons ça concrètement, aujourd'hui, l'enjeu réel, notamment pour les pays de l'Est, c'est la Russie. Est-ce que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, le Portugal, l'Espagne, la France, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, l'Allemagne, la Pologne ont les mêmes intérêts géostratégiques? Est-ce que si la menace russe se concrétise au-delà de l'Ukraine aujourd'hui, est-ce que cette alliance qui s'appelle l'OTAN, cette coalition qui s'appelle l'OTAN, tiendra? Ben, c'est toute la difficulté, c'est pour ça qu'il faut toujours... Ça commence mal. Si vous dites que c'est une difficulté, ça veut dire que vous êtes d'accord avec Mathieu. Non, mais vous savez, aujourd'hui, et je l'ai vu dans les réunions à l'OTAN, la menace, quand vous analysez la menace avec les pays du sud de l'Europe, c'est pas la même menace qu'avec les pays de l'Est que vous avez évoqués. Le sud, c'est essentiellement l'islam radical et la puissance migratoire, et l'Est, évidemment, c'est la Russie. Donc, c'est là où c'est très difficile pour une coalition. Donc, moi, je préconise d'abord la force qui fait reculer la violence pour la France, pour notre pays, et ensuite, quand vous êtes fort, vous avez une capacité d'agrégation et d'entraînement et une voix bien supérieure que lorsque vous êtes faible. C'est une forme vous avez cette formule, l'optimisme de la volonté, mais très concrètement, imaginons que demain ou après-demain, la Russie décide de rentrer dans un des pays baltes. Est-ce que vous ne sentez pas que plusieurs en Europe vont dire l'OTAN, certes, mais mourir pour les pays baltes, pas nécessairement? Je ne l'approuve pas, je ne m'en désole pas. J'essaie de constater le fait qu'il y a probablement en Europe aujourd'hui des gens qui disent cette structure de coopération est périmée. Nous ne sommes pas prêts à mourir pour le Donbass et encore non plus pour les Baltes. Faites la liste. Mais bien sûr, c'est une vraie question qui se pose d'ailleurs. Et la plupart des plateaux aujourd'hui que j'écoute se posent cette question. La question, si elle venait à être à l'ordre du jour, à mon avis, elle se poserait pour un certain nombre de pays, incontestablement. Mais la première question qu'il faudrait se poser, c'est s'il advenait que nous étions amenés à participer, dans le cadre de l'article 5, à une quelconque opération de haute intensité, c'est-à-dire de guerre, appelons un chat, dans le cas que vous décrivez, dans le scénario que vous décrivez, aurait-on aujourd'hui
les moyens de le faire. Justement, Et quel est la Aujourd'hui, je dis que la France n'a pas les moyens de durer et de résister à la dureté d'une guerre, parce que notre armée est magnifique, elle est échantillonnaire, mais elle est magnifique, et elle n'est pas capable d'engerber une guerre. Pour bien vous comprendre, général, vous dites qu'il faut faire beaucoup plus. Là, le budget des armées doit augmenter de près de 7 milliards l'année prochaine. Il faudrait augmenter idéalement de combien pour que vous soyez satisfait? Non, mais alors, il faut doubler, tripler. Parlons chiffres 2 minutes. Nous étions à 32 milliards en 2017. Nous sommes aujourd'hui à 50 milliards. Ces 50 milliards, je voudrais apporter un commentaire. Ça n'a pas pris en compte l'inflation. Il y a 8 milliards de report de charges, d'accord? Et en gestion, il y a quelques milliards qui sont partis à l'Ukraine. Donc, les 50 milliards à tempérer. Ensuite, ce qui nous est promis par le président, c'est 64 milliards en 2027 lors de son départ. Donc, on serait passé de 32 à 64. Ça veut dire qu'on a 14 milliards en 2 ans et on a eu 18 milliards en 8 ans. 14 milliards en 2 ans. Prenons-les. 6 milliards 7 l'année prochaine. Parfait. Pour le moment, il n'y a pas de budget. Donc, comment on fait pour les avoir, les 6 milliards 7 ? Et plus le temps passe, plus, et Bercy le sait très bien, parce que ce sont des astuces de garçons de bain qu'ils connaissent parfaitement, plus en gestion, ils ne pourront pas être engagés. Parce que le temps que ça passe dans le tuyau et que ça sorte du tuyau jusqu'à l'industriel pour que la commande soit effectivement formalisée, voilà les 8 milliards de report de charges. Mais on vous les n'avez a pas là. répondu à ma question de combien il faudrait augmenter Et idéalement. ils vont augmenter. Donc moi, dans mon livre, je propose quelque chose de très raisonnable. C'est le minimum. Le minimum. C'est 5 milliards par an pendant 10 ans pour, en 2035, être à 100 milliards. Au passage, c'est d'ailleurs le chiffre qu'avait prononcé Sébastien Lecornu quand il était ministre des Armées et qu'il a évoqué dans son livre « Vers la guerre », publié il y a un peu plus d'1 an, dans lequel il explique qu'effectivement, nous allons vers la guerre. Donc, 5 milliards par an, pendant 10 ans. Avec ça, on construit un modèle qui permettra quand même, au-delà d'avoir bouché les trous pendant ces 8 années, parce qu'il y a eu des progrès, et je ne peux pas les nier, c'est incontestable, On marque une nouvelle pause. permettra cette épaisseur nécessaire. Et on se retrouve juste après. Dernière partie du grand rendez-vous avec le général Pierre de Villiers pour son livre « Pour le succès des armes de la France » chez Fayard. On parlait de l'économie de guerre, à juste titre, avec de l'argent, certes, et puis aussi le choix des munitions. On va peut-être en parler parce que Jean-Dominique Merchet, confrère spécialiste de défense, dit très justement qu'on sait faire des Rolls, par exemple les M51, qui sont les missiles envoyés par les SNLE et qui, s'ils sont envoyés, c'est 1000 fois la puissance de Fukushima. Par contre, on ne sait pas faire des 2 chevaux, alors que les drones à 20 000 euros qu'utilisent par exemple les Russes contre Kiev tous les jours, ce sont des armes faciles et rapides, et ça, on ne sait pas faire. Il y a une partie de votre livre qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'analogie avec la ligne Maginot. Et en gros, vous discutez, après avoir cité juste avant le discours de Solzhenitsyn, qui disait que les candidats à la présidentielle ou aux grandes fonctions des pays ont d'abord des grandes idées, puis finalement ils finissent dans la médiocrité parce qu'ils ont tellement de barrages que finalement ils finissent par ne rien faire. Là, de la même façon, quand vous vous adressez, un chef d'état-major s'adresse à des politiques, c'est un peu sur le mode, général, enfin, qui va nous attaquer, enfin, un peu sur ce ton-là aussi, vous confirmez? Oui, j'ai un chapitre là-dessus, les 3 lignes Maginot que j'ai rencontrées, parce que j'ai eu la chance quand même de participer à des conseils de défense avec les 4 derniers présidents de la République. Les conseils de défense, c'est l'incarnation de la Ve République, donc, et de nos institutions. Donc, c'est une chance. Et je me suis aperçu que dans ces conseils, la question sous-jacente ou carrément explicite, c'est « Mon général, qui va nous attaquer ?» Alors, mon général, qui va nous attaquer ? Nous avons la dissuasion nucléaire. Certes, nous avons la dissuasion nucléaire. Elle a fonctionné parfaitement bien pour faire tomber le mur de Berlin. Pour une raison majeure, c'est qu'elle s'accompagnait d'une force conventionnelle avec le même niveau de crédibilité et de suffisance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et on voit bien qu'un certain nombre de conflits ne prennent pas en compte la dissuasion nucléaire. C'est le cas, par exemple, des récents conflits, que ce soit au Moyen-Orient avec la Syrie, ou en Afrique, on l'a vu, et plus près de chez nous, en Ukraine, avec la Russie. Oui, mais mon général, ne me dites pas que nous serons seuls. Nous serons en coalition. Certes,
C'est vrai que la plupart des engagements que j'ai vécus étaient en coalition. Mais l'Ukraine est bien placée pour nous enseigner que quand quelqu'un veut nous attaquer, on est confronté à ses propres frontières, à sa propre patrie et à ses propres capacités. C'est ensuite que viennent les aides extérieures. Oui, mais mon général, ne me dites pas qu'on va se faire attaquer du jour au lendemain. Nous aurons le temps de remonter en puissance, mon général. Qu'est-ce que j'ai entendu? La remontée en puissance. C'est encore le discours aujourd'hui. Préparons-nous dans 3 ou 4 ans. Oui. Sauf que l'histoire nous enseigne que par définition, la surprise, c'est celle qu'on impose et pas celle qu'on subit. Et que j'avais dit dans cette fameuse audition à la Commission de la Défense en juillet 2017 que je ne serais pas le gamelin du XXIe siècle, je ne regrette pas. Parce que, attention, la remontée en puissance, c'est le principe de l'attaquant, il surprend. Et regardez ce qui s'est passé le 24 février 2022 avec les Russes. Les Ukrainiens en ont subi les conséquences. La meilleure remontée en puissance, c'est celle que l'on fait avant. C'est celle qui anticipe. Et c'est ce que j'appelle mes vœux. Alors l'économie de guerre que vous évoquiez, c'est une belle formule. Nous sommes dans la posture. Moi, ce que j'attends, ce n'est pas des postures, c'est des mesures. Et les mesures, elles ne viennent pas. Le trilogue, c'est-à-dire que quand on réalise un équipement, il y a 3 parties prenantes. Il y a l'état-major qui fait les spécifications, les demandes, pour que cet équipement réponde à ces spécifications. Ensuite, il y a la DGA, la Délégation Générale pour l'Armement, avec les ingénieurs qui transcrivent ces demandes en mesures pour l'industriel qui fabrique. Ce trilogue fonctionne avec les mêmes règles bureaucratiques, administratives, juridiques qu'il y a des dizaines d'années quasiment. On n'a quasiment rien aménagé. Le comité ministériel d'investissement qui est présidé par le ministre, c'est toujours les mêmes procédures. On n'a rien changé. Alors au moment du Sahel, on a réussi à inventer le concept d'urgence opérationnelle qui permettait de contourner toute cette lourdeur administrative. Mais ça, c'était pour des petits montants, quelques millions d'euros. Il faudrait à tout prix mettre en place cette économie de guerre. On a réussi à faire des merveilles avec Notre-Dame de Paris, reconstruit en 5 ans. Il faut se poser la question, pourquoi? Parce qu'on a donné une impulsion énorme. C'est ça que je demande. Mais est-ce que vous ne nous présentez pas ici des sociétés, des institutions qui étouffent la nation désormais? C'est-à-dire la décision viendrait, mais tout un appareillage qu'on aimera pour les uns états de droit, les autres états administratifs, les autres processus légaux. À travers tout ça, est-ce que l'État, la politique, le puissance n'est pas paralysé tout simplement par le mammouth administratif qui est trop souvent l'appareillage, l'État français? Oui, c'est ce que le président lui-même avait appelé l'État profond en s'adressant aux diplomates à la rentrée en septembre. Oui, l'État profond est devenu neutralisant. L'État n'est plus au service de la nation. La nation est devenue le codicille. Et moi, je crois que la communauté d'hommes et de femmes qui sont sur ce territoire national, sur des valeurs communes, c'est ça qui devrait primer. Et aujourd'hui, ce qui prime, c'est 1, le droit, le cavalier juridique, 2, la finance, quelle ligne budgétaire? Et les programmes de réarmement dont vous parlez, est-ce qu'ils doivent, selon vous, être seulement français, comme ça a été beaucoup le cas jusqu'à présent, ou est-ce qu'il faut prévoir des programmes d'armement européens? Pierre en parlait tout à l'heure, sur le SCAF, l'avion de combat du futur. C'est manifestement très compliqué. Chaque pays veut tirer la couverture à soi et garder la maîtrise. Et même chez nous, il y a entre Dassault et Airbus une guerre, évidemment. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut faire des programmes nationaux ou est-ce qu'il faut coopérer avec nos pays voisins et développer des choses ensemble? La première chose, prenons les cercles concentriques, la première chose, c'est l'Europe, la préférence européenne. Quand vous voyez qu'encore aujourd'hui, beaucoup de pays européens achètent américains, et d'ailleurs c'est pour ça que le président américain a fixé 5% du PIB pour la défense, il sait très bien que les Européens ne pourront que faire acheter américain, évidemment. Donc la préférence européenne. Ensuite, il faut essayer effectivement de faire des programmes en coopération. 3 conditions. 1, il faut que ça coûte moins cher. Si ça coûte plus cher, comme l'A400M, l'avion de transport, c'est pas la peine. Et le SCAF, on est bien parti pour. Il faut ensuite que ce soit une plus-value au plan opérationnel. Si on a des équipements qui sont moins performants avec une coopération, ça ne sert à rien. Et ensuite, il faut que ce soit compatible avec
notre industrie d'armement. C'est-à-dire que si ça crée du chômage et que ça nous fait du mal, c'est pas la bonne solution. C'est aussi une question de moyens, puisque Ensuite, nous sommes bien placés en France. Nous sommes le seul pays en Europe qui a conservé une base industrielle et technologique de défense, avec des champions. On a une petite dizaine et un tissu de PME incroyable, y compris le gars dans son garage qui invente telle ou telle innovation. Et tout ça étant relié à ces champions. Donc on a réussi à conserver ça. C'est magnifique. Simplement, il faut les aider. Arrêtez de les emmerder, aurait dit Pompidou. Arrêtez d'emmerder. C'est ce qu'il disait, il avait raison. Il faut faciliter les procédures, il faut faire les commandes, leur donner l'argent, et puis les aider à une chose, c'est passer d'une logique de flux à une logique de stock. Parce que la guerre, c'est des stocks. Il faut les aider sur les stocks. Les stocks de munitions, les stocks de pièces de rechange. Si on n'a pas de stock à la guerre, on ne dure pas. Quelle est votre appréciation du conflit ukrainien ? Zelensky est venu 11 fois en 3 ans à Paris. Vladimir Poutine a, hier soir ou ce matin, dit qu'il était prêt à dialoguer avec le président Macron. Comment est-ce que vous appréciez la situation ce dimanche, en général ? Écoutez, on est dans une phase que j'appelais de mes voeux il y a déjà 3 ans. Et là, c'était pas populaire à l'époque. On disait que j'étais munichois ou pro-russe. Moi, pro-russe, ça me fait rigoler. Des gens sur les moquettes en plus, hein, donc c'est facile. Hein. Non, parce que la guerre, il y a parfois des journées à 1000 morts. Il faut quand même réaliser ce que c'est que la guerre. C'est pas à l'écran, c'est dramatique. Donc je me réjouis de voir que nous sommes dans une phase plutôt vers un cessez-le-feu, puis un plan de paix. Et quel genre de plan le de paix ? mérite en revient, il faut le reconnaître, à cette dynamique impulsée par le président Trump. Vous pensez vraiment, en général, que Poutine veut une trêve et veut la paix ? Alors, il y a une chose que je renonce à faire, c'est me mettre à la place du cerveau des dirigeants actuels de nos États-puissances. C'est quand même, ils ont des stratégies de long terme. Incontestablement, il sait ce qu'il veut faire, la grande Russie orthodoxe. Il n'est pas pressé, ils ont du temps, puisque tous ces gens-là, moi j'ai quitté l'armée il y a 8 ans, ils sont toujours en place. Y compris d'ailleurs leur chef militaire, Gerasimov, monomologue, a été nommé en 2011, il est toujours en place aujourd'hui comme chef d'état-major des armées russes. Mais en général, quelle est la géographie de la grande Russie orthodoxe ? Est-ce que c'est... Il faut lui demander. Est-ce que c'est la grande Russie orthodoxe jusqu'à Lisbonne, jusqu'à l'Atlantique ? Il faut lui demander. Moi, en tout cas, la géographie de l'Europe, c'est celle que j'ai en tête, c'est celle de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural. Donc, nous, on a intérêt à la paix, incontestablement. C'est indispensable. Alors, c'est une paix qui doit être durable, c'est-à-dire qu'il faut un système de garantie pour cette paix, parce que sinon, ça risque de recommencer. Moi, j'étais aux négociations du format de Normandie en 2015, au moment du 70e anniversaire du débarquement, donc je m'en souviens. Ça a commencé en 2014, l'Ukraine et la Russie. Et puis, il faut une paix la plus juste possible sur l'affaire des territoires. Et là, c'est le point dur. La Russie veut la partie qui est encore contrôlée dans le Donbass par l'Ukraine, et l'Ukraine, légitimement, ne veut pas la céder sur tapis vert, si je puis dire. Donc, je me réjouis de voir qu'on va vers la paix, et j'espère qu'on va vers la paix. Peut-être que l'arrivée de l'hiver va nous y aider. Peut-être que le président Poutine, considérant le plan de paix qui est proposé, va accepter. Peut-être que le président ukrainien... Vendredi, c'était pas sa tonalité. Vladimir Poutine, il a parlé pendant 3 heures, il a rien lâché. On va voir. Pas un iota. Hein. On va voir, on est dans la négociation et pour avoir participé de temps en temps à ces sommets internationaux, on est dans la posture, on va voir ce qui se passe. Mais... En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est la question que vous me posez, j'espère qu'on va vers la paix dans ce conflit. Ça ne réglera pas toutes les difficultés que je souligne, qui est ce retour du monde bipolaire. Mais en tout cas, ça sera une paix indispensable pour continuer à réarmer avant qu'il ne soit trop tard. Parce que moi, je n'ai qu'un objectif dans ce livre. Je n'en ai pas d'autre. Je n'ai pas d'agenda secret. Le seul objectif, c'est le succès des armes de la France. Et je note que votre livre s'achève sur l'espérance. Alors, en ces fêtes de Noël qui s'approchent, c'est de circonstance. Et je vous souhaite, au nom de toutes les équipes, un très joyeux
Noël. Et très, très bon Noël à vous, plein de paix et de lumière. Et un très joyeux Noël en avance à vous tous. Très bon dimanche sur nos deux antennes.